Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, c'est Michaël François. Bonjour Michaël François. Bonjour. Vous êtes conseiller communal écolo à la ville de Bruxelles, dans l'opposition donc. Vous travaillez aussi pour la SBL Ex-Aequo qui lutte contre la propagation des maladies sexuellement transmissibles auprès des populations homosexuelles. On va en reparler un peu plus tard dans l'interview. Parlons de samedi. Samedi, c'est la Gay Pride, qu'on appelle aujourd'hui la Belgium Pride. Vous y serez ? Évidemment, j'y serai. Et vous faites bien de relever effectivement que le nom, maintenant, c'est Belgian Pride et plus Gay Pride. Parce Pourquoi ? que les organisateurs ont voulu, et on les salue vraiment, inclure tout le monde dans cette grande fête, dans cette marche des fiertés. Parce que quand on se bat contre l'homophobie et quand on se bat pour des droits égaux pour les personnes homosexuelles, on se bat en fait pour la diversité, pour la tolérance, pour la cohésion sociale. Et ça concerne évidemment tout le monde. La lutte contre l'homophobie, ça reste le message principal de cette Belgium Pride ? Cette 20e édition, effectivement, met en avant la revendication sur la lutte contre l'homophobie. On sait très bien qu'il y a eu un plan de lutte contre l'homophobie au niveau fédéral, lancé en son temps par la ministre Joëlle Milquet, alors ministre de l'Intérieur, un plan qui n'a produit quasiment aucun effet. Donc la revendication pour cette 20e édition de la Belgian Pride, c'est effectivement de remettre en avant cette lutte contre l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie, parce qu'aujourd'hui encore en Belgique, il y a du travail et la Belgian Pride a tout son sens au-delà du côté festif, qu'on voit peut-être même un peu trop à la télévision. Il y a aussi des revendications qui sont toujours d'actualité. Qu'est-ce qui manque dans ce plan ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas produit les effets que vous attendiez ? Qu'est-ce qui manque ? Il manque tout, en fait. On sait très bien que certains politiques de certains partis traditionnels mettent des plans quand il y a un problème de société, et donc on met des plans à gauche, on met des plans à droite. C'est pour la galerie ? Je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. C'est une boîte vide ? Exactement. Et puis on met des petits fours, on met des bulles, et puis on présente ça à la presse, et puis le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé. La preuve, c'est que ce plan de la législature précédente s'est terminé en fin 2014 et que depuis il n'a pas été évalué et qu'on attend toujours la promesse du gouvernement qui s'était engagé à poursuivre un plan au niveau national de lutte contre l'homophobie. La transphobie, c'est très important aussi parce que les personnes transsexuelles sont souvent oubliées dans l'égalité des droits et la lesbophobie évidemment. Et aujourd'hui, en Belgique, en 2015, l'homosexualité n'est pas encore acceptée par tout le monde ? J'ai un chiffre, 3 assassinats à caractère homophobe, 3 meurtres à caractère homophobe ces 2 dernières années. Je pense que le chiffre est parlant, sans compter évidemment l'homophobie latente, l'homophobie ordinaire que les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, les bisexuels peuvent encore ressentir tous les jours sur leur lieu de travail, dans l'accès au logement par exemple, par rapport au monde médical. Il y a encore des discriminations au jour le jour que vivent les personnes LGBT. Et surtout dans une ville comme Bruxelles ? Disons qu'en tant que capitale, évidemment, on cristallise un petit peu toutes les attentions. La communauté homosexuelle ou LGBT en général est plus importante à Bruxelles. Donc effectivement, il y a des problèmes spécifiques aux grands centres urbains et Bruxelles ne doit pas faire l'économie d'une réflexion sur comment intégrer la communauté homosexuelle, comment intégrer la diversité et la tolérance dans le vivre ensemble. À l'échelle mondiale, la Belgique, elle est quand même plutôt tolérante envers l'homosexualité. On a des lois qui condamnent l'homophobie. Effectivement, il y a des chiffres récents, je pense qu'il y a 2-3 jours. La Belgique se classe 2e au niveau européen par rapport à l'égalité des droits par rapport aux LGBT. Mais ce n'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt, évidemment. Ce n'est pas pour ça qu'on doit se reposer sur nos lauriers et se dire qu'aujourd'hui, tout va bien. On a effectivement dans l'arsenal législatif des avancées très importantes et on peut en être fier. Le mariage entre personnes de même sexe, les lois antidiscrimination qui mettent le caractère homophobe en avant. Ça, c'est très bien. Mais au jour le jour, il reste encore des fausses idées, des caricatures qui circulent et les médias aussi en sont responsables sur l'homosexualité en général. Les médias en sont responsables de quelle manière Par exemple, il suffit d'un sujet qui touche de près ou de loin l'homosexualité sur les sites, par exemple, d'information. On voit dans les forums d'actualité les commentaires homophobes se déchaîner. Et je pense que là, vraiment, les groupes de presse, je l'ai d'ailleurs dénoncé il y a quelque temps par rapport à l'affaire Luperto, ont une responsabilité pour essayer justement d'éviter la tache d'huile et de faire en sorte que la parole homophobe se libère et se banalise. On devrait davantage censurer les commentaires sur les réseaux sociaux, sur les forums. Pas censurer, la censure n'est jamais bonne. La censure est vraiment un aveu d'échec quelque part. C'est l'éducation en amont qui est importante. Et là, on sait aussi qu'il y a un décret qui s'appelle le décret Evras, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l'école. Il y a un décret qui impose la tenue de ce genre de cours dans les écoles.
On voit très bien qu'aujourd'hui, une école le fait, l'autre pas. Et donc, en amont, apprendre aux jeunes ce qu'est l'homosexualité, sans prosélytisme aucun, évidemment, mais ce qu'est aussi la vie sexuelle et affective, le côté relationnel, c'est vraiment une priorité qui doit être portée par tous les politiques. Alors vous, Michael François, vous avez aussi déposé une plainte pour homophobie contre Bertin Mampaka, qui est aussi conseiller communal à la ville de Bruxelles, conseiller communal de CDH. Elle en est où, cette plainte? La plainte s'est éteinte parce qu'il n'y avait pas de preuves. C'était la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et puis voilà, M. Mampaka bénéficie d'une immunité. Mon action était surtout symbolique, c'est-à-dire que je voulais dénoncer justement le fait que dans la bouche, surtout d'un représentant public, d'un représentant politique, il y avait des termes qui ne peuvent pas être utilisés. Et l'explication de M. Mampaka, quelque part, m'a conforté dans l'idée qu'il y a encore beaucoup de travail, puisque M. Mampaka... Vous vous rappelez ce qu'il vous avait dit, comme ça on s'éclaire pour tout le monde? Entre autres joyeusetés, notamment le mot PD était sorti lors d'un conseil communal qui se tenait à huis clos à ce moment-là. Donc effectivement, moi, la plainte que j'ai déposée, c'est surtout pour envoyer un message aux jeunes, à tous ceux qui entendent siffler dans la cour de récréation, dans les stades de foot, des insultes à caractère homophobe. Il ne faut pas se laisser faire, parce qu'évidemment, c'est quand on se dit, oui, mais bon, ça fait partie du folklore, ou il ne l'a pas dit en me visant personnellement, on ne peut pas dire qu'il est homophobe. C'est en laissant s'immiscer, en fait, ces mots dans le langage courant qu'on en arrive à valider quelque chose qui relève de l'homophobie. Vous lui avez reparlé depuis l'incident? Il a fallu un petit peu de temps, mais il y a quelques semaines, M. Mampaka est venu me trouver spontanément avant un conseil communal pour rappeler qu'il n'était pas homophobe, qu'il s'excusait encore une fois s'il avait pu être heurté par rapport à ces mots. Il a été recadré, vous pensez, par le bourgmestre ou par Oui, d'ailleurs, le rôle d'Yvan Mayer sur ce dossier a été assez positif et je le remercie parce qu'il a vraiment il a joué son rôle pour une fois de président du conseil communal. Il n'a pas toléré, évidemment, des écarts de langage qui sont inacceptables. Et encore plus de la part d'un mandataire public. Alors avant de passer à d'autres sujets, on va encore parler un petit peu de sérophobie cette fois. On l'a dit, hein, vous travaillez pour la SBL Execo. Vous parlez de sérophobie dans une campagne de communication qui a été dévoilée hier. C'est quoi la sérophobie, Michael François? La sérophobie, en fait, c'est un rejet par rapport aux personnes séropositives. On sait très bien qu'il y a encore dans la population des idées préconçues, des caricatures sur le séropositif, qui est contaminant, qui est dangereux, qu'on rejette directement ou indirectement. L'accès au travail, parfois l'accès aussi à des assurances, pose encore problème aux personnes séropositives aujourd'hui. Et nous, on a voulu remettre en fait cette problématique en avant parce qu'aujourd'hui, les personnes séropositives sont encore discriminées et ça, c'est intolérable. La lutte contre le sida, elle est toujours efficace ou c'est une maladie qui devient un peu une maladie oubliée en Belgique? C'est une maladie qui est surtout has-been aujourd'hui en Belgique et pourtant, la Belgique est un point noir sur la carte européenne. 1115 nouvelles infections en 2013, selon les chiffres de l'Institut de santé publique. Ça doit évidemment interpeller. Il y avait beaucoup d'espoir avec un plan national de lutte contre le sida dévoilé en 2013. Qui, là encore, une fois, a été un plan qui a permis d'enfumer un peu tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, on attend toujours l'opérationnalisation des 58 actions qui étaient pourtant pertinentes de ce plan. Et avec le gouvernement des droites actuelles et surtout l'action de Maggie De Block, on voit très bien que le plan national est tout doucement en train d'être mis aux oubliettes. On fait marche arrière dans la prévention au niveau fédéral ? On fait marche arrière, effectivement. Ce n'est pas la priorité, alors que c'est une priorité de santé publique quand on voit les chiffres. Et surtout à Bruxelles, quand on voit effectivement que les populations clés, comme les migrants, comme les personnes homosexuelles, comme les usagers de drogue, les travailleurs, travailleuses du sexe, bon, effectivement, ce sont des populations bien représentées en région bruxelloise. Quand on voit les chiffres, on ne peut que s'inquiéter. Et par exemple, quelque chose de très concret par rapport à notre association, où nous voulions, avec un projet pilote, défendre le dépistage communautaire, c'est-à-dire le dépistage délocalisé, démédicalisé. On vient de nous arrêter sans explication vraiment le financement d'une mesure qui pourtant fait partie des grandes recommandations internationales. Donc la Belgique est très en retard par rapport à ce dossier de lutte contre le sida. Alors Michael François, est-ce que vous êtes fan de football ? Oui, j'ai joué au foot pendant 12 ans, figurez-vous. Comme quoi un homosexuel peut aussi jouer au foot et aimer le foot. Et vous supportez Anderlecht ? Moi, je suis plutôt liégeois d'origine, donc je serais plutôt rouge et blanc. Oui, c'est ça. Vous voyez d'un bon œil l'arrivée d'Anderlecht dans un futur stade national sur le parking C ? D'un bon œil, il faut séparer évidemment la vision du supporter et je pense qu'Anderlecht mérite un stade à la hauteur de ses ambitions, ça c'est un fait. Mais il y a aussi toutes les coulisses maintenant de ce fameux projet de stade national où le groupe Ecolo Groen
est assez actif au conseil communal justement de la ville de Bruxelles pour poser des questions pertinentes sur le coût, sur l'implication que ça va avoir effectivement sur les finances de la ville. Le consortium qu'on a choisi pour l'instant, c'est un bon choix, BAM Gellamco. Il ne m'appartient pas évidemment de dire si tel ou tel choix est le bon ou le moins bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un projet qui est démesuré, qui ne tient pas compte de la vie des Bruxellois et sur d'autres dossiers. Qui va coûter trop cher aux Bruxellois ? Qui va évidemment, parce que le collège dit souvent que ça ne coûtera rien aux Bruxellois. On sait très bien, et on le voit déjà maintenant dans les budgets 2014-2015, il y a des postes qui sont imputés pour des études. Il y a aussi tout le plan de mobilité autour du futur stade qu'il va falloir quand même payer. Et ça, c'est les deniers publics qui vont arriver en plus de l'apport du privé. Alors le stade, c'est un projet porté, on le sait, par le premier échevin maire Alain Courtois. Alain Courtois qui fait l'objet d'une instruction pour ses activités dans le cadre de la SBL Irisport. Quelles questions ça pose pour vous ? Est-ce que ça peut avoir une influence négative sur le dossier du stade, cette instruction ? Négative. En tout cas, ça pose des questions sur tous ces montages d'associations, d'ASBL qui se retrouvent, où se retrouvent des amis administrateurs. C'est propre à Alain Courtois, ça ? Je crois que c'est propre à beaucoup de personnes qui font de la politique comme on faisait la politique il y a 10 ou 20 ans. Je pense que les pratiques politiques doivent changer et que le GROUN, à ce niveau-là, n'a pas vraiment de leçons à recevoir. Et justement, nous, on veut faire en sorte que la transparence soit toujours dans la tête des mandataires publics, surtout quand on utilise l'argent public pour faire ces montages qui, in fine, profitent toujours aux mêmes. Donc, Alain Courtois est lié à trop d'associations, à trop de sociétés. Disons que c'est interpellant et son nom apparaît quand même dans pas mal de dossiers. Donc, nous, on a voulu quand même, dans un communiqué la semaine passée, dire, il y a toujours présomption d'innocence et il ne faut pas tomber dans le piège du lynchage médiatique ou politique parce que, voilà, c'est le jeu majorité-opposition. Donc ça, c'est une chose qui est clairement rappelée par Écolo GROUN. Mais d'un autre côté, il faut quand même se poser des bonnes questions sur le pourquoi de ces montages. C'est où va l'argent ? Et quand on parle de sommes de quelques centaines de milliers d'euros, ça pose question. Mais effectivement, avec le dossier du stade qui va brasser des centaines de millions d'euros, là, on peut quand même se poser des questions sur la transparence que doit toujours avoir le politique. Vous avez encore confiance en Alain Courtois pour porter le projet du stade et d'autres projets ? Alain Courtois est un échevin MR à la ville de Bruxelles. Nous sommes dans l'opposition, donc la confiance n'est ni pour Alain Courtois, ni pour ses camarades au collège communal, que ce soit sur ce dossier ou sur d'autres. Un petit mot du piétonnier, ce sera le chaos à partir du 29 juin ? Moi, je n'ai pas envie non plus d'effrayer les Bruxellois. Je pense qu'il va y avoir d'énormes difficultés, effectivement, parce que ce plan n'a pas été nécessairement réfléchi comme on aurait voulu qu'il soit pensé. Sur le concept même, sur l'esprit de la mesure, c'est-à-dire avoir... Vous êtes plutôt pour ? Je pense que ça fait partie du core business d'Écolo GROUN. Donc là, je veux vraiment le rappeler parce que parfois, le bourgmestre Yvan Mayer a tendance à expliquer qu'on est contre. On n'est pas opposé à l'esprit d'avoir un grand piétonnier, d'avoir plus de place pour les piétons, pour les cyclistes et d'avoir un mieux vivre ensemble avec un espace partagé entre la voiture, le piéton, le cycliste. Vous ne seriez pas un peu jaloux que ce soit une autre majorité que la vôtre qui le fasse ? Je vous arrête, je ne suis pas jaloux sur le plan qui est présenté par la ville de Bruxelles et qui inquiète tous les Bruxellois, qu'ils soient socialistes, apolitiques, libérales, qu'ils soient commerçants. On vit encore dans cette ville et je pense que l'habitant n'est pas pris en compte ni sur comment on a pensé ce plan de mobilité, ni sur comment on va communiquer, comment on le défend ensemble. Je pense qu'il y a une vision clivante de la majorité actuelle qui a en fait déjà tout décidé. Il n'y a pas vraiment de débat possible, ni avec les Bruxellois, ni avec l'opposition. On le regrette. Au dernier Conseil communal, toutes nos questions qui portaient vraiment sur des demandes très précises, sur des chiffres, sur des statistiques, sur quoi on s'appuie pour avoir fait tel ou tel choix, toutes ces questions ont été balayées par un... Voilà. Vous ne ferez pas la fête le week-end du 27 et 28 juin. Disons qu'on va rester vigilants pour voir comment ça va se passer, surtout pour ceux qui habitent Bruxelles. Vous ne serez pas là pour saluer le début du test du piétonnier. Je vais profiter du piétonnier comme tout le monde, mais avec effectivement cet esprit de vigilance. Merci beaucoup Mickaël François d'avoir été l'invité de l'interview. On fait une petite pause demain et rendez-vous pour une nouvelle interview vendredi sur Télé Bruxelles.